Bienvenue chers explorateurs et chères exploratrices de la psyché, ou entrepreneurs, entrepreneuses dans ce podcast. Alors je me demandais pourquoi aujourd'hui beaucoup de femmes dans l'ensemble, sans vouloir faire de généralité, hésitent à prendre leur place. Pourquoi lorsqu'une femme se sent appelée à diriger, dans le sens leadership, à créer, à s'exposer, il y a quelque chose qui freine en elle, qui doute, voire même qui culpabilise. Il y a des phrases qu'on a toutes entendues à un moment donné, parfois même sans les relever. Le pouvoir corrompt, diriger c'est masculin, si je prends trop de place je vais déranger, ou bien au pire on va m'attaquer. Et puis il y a cette confusion insidieuse entre autorité et autoritarisme, comme si décider, poser un cadre ou dire non faisait de nous des tyrans en puissance, ou voire même des femmes dites anormales. Mais ce malaise est ancien, il est collectif. Il porte l'héritage du monde où les femmes ont été brûlées pour avoir su, effacées pour avoir brillé, et ridiculisées pour avoir osé. Il porte la mémoire des sorcières bannies, des mères sacrificielles et des artistes niés. Et pourtant l'histoire est peuplée de femmes puissantes. Il y a l'histoire tragique d'Amelia Earhart, première femme à traverser l'Atlantique en avion. Elle a quand même conquis le ciel avec audace et élégance, sans jamais renier sa féminité. Même si son histoire reste quand même tragique sur son dernier vol. Il y a Jeanne Barré, botaniste et pionnière du fin XVIIe et début XVIIIe siècle quand même, qui a dû se déguiser en homme pour embarquer dans une expédition autour du monde, identifiant et classant des espèces dans un monde scientifique qui refusait de reconnaître une femme à sa juste valeur. Il y a Cléopâtre, un peu plus mythique, trop souvent résumée à son charme, elle fut surtout une reine stratège, elle était polyglotte, diplomate, c'était vraiment une femme d'État redoutable. Dans les femmes d'État redoutables, il y avait aussi Élisabeth Ier d'Angleterre, souveraine sans roi, elle a dirigé seule, tenant tête à son époque, avec une majesté politique rare. Marie Curie aussi, discrète et dévouée à la vérité scientifique, elle a marqué l'histoire à coups de silence et de Nobel quand même. Sophie Germain, mathématicienne autodidacte, a dû écrire sous pseudonyme masculin pour faire entendre la voix de son intelligence. Frida Kahlo, quant à elle, a gouverné un empire intérieur, fait de douleurs, de couleurs et de révoltes poétiques, et Joséphine Baker, artiste résistante, mère universelle, a fait de la scène un lieu de combat et de joie. Et puis il y a nous, il y a moi, il y a toi, peut-être que tu n'as pas de micro, pas de médaille, pas de royaume, mais tu diriges déjà, dans tes choix, dans ta manière d'aimer, dans ton foyer ou dans ton espace de vie, dans tes intuitions quand il faut franchir une étape, dans ta façon de traverser les tempêtes sans perdre ton axe, dans les silences habités, dans des regards qui soutiennent ou recadrent, et dans ta capacité à te tenir debout quand le monde exige que tu fléchisses. Et si ce que tu portes en toi, cette capacité à ressentir en profondeur, l'empathie, ton altruisme, ta sensibilité fine, ou encore cette faculté à percevoir l'invisible, à écouter ton intuition, étaient en réalité des formes de puissance, subtiles, mais redoutablement lucides. Un pouvoir qui ne s'impose pas, mais qui rayonne, un leadership qui ne cherche pas à dominer, mais à relier. Ici, je ne parle pas de féminité au sens culturel, mais du principe féminin, cette force de reliance, d'écoute intérieure, de transformation. Une force longiligne, réceptivement active, qui accueille, transforme, irrigue, qui ne cherche pas à prendre, mais à faire croître de l'intérieur vers l'extérieur. Et aujourd'hui, je te propose de redécouvrir 3 grandes figures de ce féminin agissant, les archétypes de la reine, de la prêtresse et de l'initiatrice, ainsi que leurs ombres. Car un archétype, tel que défini par Carl Gustav Jung, est fondamentalement neutre. Ce n'est ni une qualité positive, ni un défaut. C'est une structure primordiale de l'inconscient collectif, qui, selon la manière dont elle se constelle dans la psyché individuelle, peut reproduire des effets très différents. Un même archétype peut être source d'équilibre, de créativité et de maturité, ou bien d'excès, de projection, de déséquilibre, selon le contexte intérieur et l'histoire personnelle de celui ou celle qui le porte. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas les idéaliser, ni les rejeter, mais de les reconnaître, les comprendre et les intégrer consciemment. Et c'est à travers cet angle de vue, plus juste, plus symbolique, que chacune et chacun, car je sais que ces messieurs, touchés par leur anima intérieur, seront aussi profondément concernés, pourra à sa façon retrouver sa souveraineté psychique, non pas comme un rôle à jouer, mais comme une posture à incarner, dans le respect de sa vérité intérieure.
Dit plus poétiquement, les archétypes, c'est comme des personnages endormis dans les coulisses de notre âme. Quand la vie nous secoue, nous appelle ou nous bouleverse, l'un d'eux s'éveille, ce n'est pas toi qui deviens une reine, une prêtresse ou une mère ou une déesse, c'est une part de toi qui entre en scène, une part ancienne, symbolique, universelle, mais que toi seul peux incarner à ta manière. Débutons avec la reine. Ce n'est pas une image figée ni une posture extérieure, c'est une énergie intérieure qui, lorsqu'elle est activée, nous invite à prendre soin de notre royaume psychique. Dans la psychologie analytique, elle représente la maturité du moi conscient, celle qui sait faire des choix non pas pour plaire ou éviter le conflit, mais pour le bien de l'ensemble, de soi, des autres, du projet, du cercle. Quand la reine est là, on ne réagit pas par peur ou par blessure. On décide en pleine conscience avec dignité. Elle ne cherche pas à briller, à imposer ni à séduire, elle est centrée, ancrée, posée, elle incarne. La reine est celle qui n'attend plus qu'on la valide pour exister. Elle sait que l'autorité véritable ne crie pas, ne s'impose pas, elle émane de la solidité intérieure, d'un alignement qui n'a pas besoin de se prouver. Dans la vie concrète, ça peut se manifester comme ça. Défendre son temps et son énergie comme des ressources précieuses, refuser de se justifier pour des choix personnels profonds, revenir à soi avant de répondre à une pression extérieure, déléguer sans culpabiliser parce qu'on n'a pas tout porté toute seule, ne pas répondre immédiatement à ce qui cherche à imposer une urgence, prendre une décision sans attendre l'approbation de l'entourage, sortir d'un environnement ou d'un lien qui nie ou qui ignore, voire qui démolit sa valeur, choisir consciemment ce à quoi on dit oui et à quoi on dit non, interrompre un cycle d'épuisement en redéfinissant ses priorités, dire je ne suis pas disponible sans s'excuser, prendre soin de son espace intérieur comme un territoire sacré, se positionner fermement dans un conflit sans devenir agressive, créer une entreprise, un projet, un cercle avec une vision claire. Alors ma question serait la suivante, est-ce que tu sais où s'arrête ton royaume, tes limites? Est-ce que tu as le droit de choisir ce que tu laisses entrer dans ta vie ou ce que tu refuses? Tout ça c'est très bien, mais bien sûr la reine a aussi une ombre. Quand son pouvoir est blessé ou mal assumé, elle peut devenir rigide, autoritaire ou coupée de son cœur. Elle devient alors la reine castratrice, une tyran, celle qui domine, contrôle, humilie, parce qu'elle ne sait pas comment se faire respecter autrement. Mais la reine mature, elle, n'a pas besoin de dominer pour régner. Elle inspire par sa posture, pas par sa peur. Ce que j'aime particulièrement en accompagnement, c'est lorsque je découvre la reine intérieure. Ce moment où une femme dit, dans toute sa posture, pas seulement intellectuellement, en fait, je veux décider pour moi, je veux créer mes règles, je veux diriger ma vie. Et là, il y a quelque chose qui change. Il y a une bascule silencieuse mais profonde. Il y a une souveraineté qui ne demande plus l'autorisation au monde pour exister. Peut-être que tu sens cette reine qui sommeille en toi, que tu aussi parfois entre trop et pas assez, entre le besoin de contrôle et la peur d'être rejeté, et si c'est le cas, alors il est peut-être temps d'aller l'écouter. C'est ce genre de voix intérieure que j'aide à révéler. Dans l'espace du travail psychique, on ne plaque pas un rôle, on découvre la forme unique que prend ta souveraineté à toi, et on apprend à l'habiter. Maintenant, la prêtresse est l'une des figures les plus mystérieuses et les plus mal comprises. Dans la psyché, elle incarne l'intuition profonde, cette capacité à sentir ce que les mots ne disent pas. Elle ne dirige pas par stratégie, mais par résonance. Elle sent, elle capte, elle voit à travers. Dans le langage de Jung, on pourrait dire qu'elle est le canal entre le conscient et l'inconscient. Elle écoute les symboles, les rêves ou même les signaux faibles, elle lit entre les lignes. La prêtresse, ce n'est pas la voyante de foire, ni la sorcière perchée, c'est bien la femme reliée à quelque chose de plus grand, qui accepte de ne pas toujours tout comprendre, mais qui fait confiance à l'invisible qui agit en elle. Et dans notre monde ultra-mentalisé, ultra-rationnel, elle dérange. On la soupçonne d'être floue, instable, impénétrable. Mais sa puissance vient précisément de là, de cette capacité à accueillir l'inconnu sans le figer. Dans la vie d'aujourd'hui, la prêtresse se manifeste par exemple par « je suis sûre que vous l'avez déjà rencontré », c'est ce pressentiment très net, sans explication rationnelle. Que quelque chose cloche parfois, même quand tout semble normal. Cette capacité à lire les ambiances, à lire les tensions invisibles qu'il peut y avoir dans la pièce, à sentir ce que les gens n'osent pas dire. Il y a aussi la capacité à entendre entre les mots, lire entre les lignes dans une conversation,
ce lien fort au rêve aussi, à la nature, à l'art, au sacré, ce besoin de silence parfois, de profondeur et de solitude pour se retrouver, la sensation d'être différente depuis l'enfance, mais sans pouvoir l'expliquer, une perception du temps intérieur, plus lente, plus cyclique, qui ne correspond pas toujours aux exigences extérieures. Ça se manifeste aussi dans une forme de fidélité intime à quelque chose d'invisible, mais ressenti comme sacré, ou alors à la capacité à apaiser, à orienter sans imposer quoi que ce soit, et aussi la tendance à vivre les choses de l'intérieur avant de les exprimer au monde. Mais la prêtresse peut aussi souffrir de ce don, et quand la prêtresse est blessée ou mal intégrée, elle se replie, s'isole et devient incomprise. Elle a peur de partager sa vision, peur qu'on la prenne pour une folle, clairement, ou alors une sensible, une marginale, une perchée. Alors elle se tait, elle s'écarte, et parfois pire, elle doute d'elle-même. Et pourtant ce monde et cette société dans laquelle nous vivons a urgemment besoin de prêtresses, de femmes capables d'écouter ce qui est dit en profondeur, de traduire les symboles, d'accueillir ce qui ne se voit pas encore, de celles qui savent quand le silence dit plus que les mots, de celles qui perçoivent les crises comme des passages et non comme des fins, de celles qui tiennent la lumière, même quand tout est encore obscur, de celles qui refusent de céder à l'agitation collective parce qu'elles savent écouter plus loin, de celles qui rappellent que l'essentiel ne crie pas mais murmure. La prêtresse en soi ne vend rien, elle révèle, elle ne convainc pas, elle réveille. Les prêtresses ne sont pas spectaculaires, mais elles sont indispensables à la régénération de ce monde intérieur que nombreux ont déserté. Et parfois en accompagnement, une femme me dit « J'ai toujours senti les choses, mais je savais pas quoi en faire. J'ai des intuitions très fortes, mais j'ai pas vraiment osé les écouter. » Ou encore « On m'a souvent dit que j'étais trop sensible, alors j'ai appris à me taire. » Et souvent je leur réponds que ce n'est pas trop, que ce n'est pas bizarre, et ce n'est pas non plus illégitime. C'est simplement que ce langage, celui de l'intuition, du subtil, de l'invisible, du non palpable, est resté trop longtemps sans traduction, et sans véritable accueil non plus. Et à contrario, lorsque l'archétype a été accueilli et reconnu, moi personnellement par exemple, je peux dire « je n'ai plus besoin que tout le monde comprenne ce que je ressens, je sais que c'est absolument juste pour moi ». Et je peux en entendre d'autres dire « je ne force plus, je laisse venir, et je vois ce qui s'ouvre ». Et aussi, je sais quand je suis appelée à intervenir et quand je dois me retirer. Et c'est à ce moment-là que commence le vrai travail, celui de retrouver ce langage intérieur, le langage de la guidance, le langage de l'âme, le langage du soi en termes jungiens. Alors si tu sens en toi cette part sensible, lucide, mystique quand même parfois, que tu as trop longtemps dû faire taire, peut-être que la prêtresse intérieure attend juste qu'on l'écoute sans peur. Mais pour qu'elle puisse émerger pleinement, il faut un espace sûr, un cadre qui n'invalide pas ce qui ne se prouve pas, mais qui sait écouter l'invisible, honorer l'intuition et accueillir la sensibilité comme une boussole intérieure, non comme une faiblesse à corriger. C'est dans ce type de lieu intérieur, ou relation symbolique, que la prêtresse peut retrouver sa parole. Maintenant, on va voir l'archétype de l'initiatrice. C'est celle qui ouvre des passages. Ce n'est pas un gourou, ce n'est pas une sauveuse, ni une professeure au sens classique. Elle est celle qui a marché dans l'obscur, qui a traversé l'épreuve, qui s'est relevée et transformée. Et c'est depuis cette expérience, et non depuis une théorie, qu'elle tend la main à celles et ceux qui marchent à leur tour. C'est une figure centrale en psychologie analytique, parce qu'elle incarne la fonction de transformation, celle qui permet de traverser une épreuve sans se perdre, et d'en sortir avec quelque chose de plus juste, de plus mûr, en tout cas de transformer. L'initiatrice ne parle pas depuis un piédestal, elle parle depuis une blessure traversée, une épreuve digérée, le feu vécu. Elle a connu le chaos, la perte de repères, les nuits sans étoiles, et c'est précisément ce qui fait d'elle une guide très fiable. Dans notre quotidien, elle apparaît dans des moments où on transmet une expérience vécue avec humilité, où tu accompagnes quelqu'un dans une mue intérieure sans prendre le pouvoir sur lui. Tu sens que ta vie te prépare à être un relais, un passage, une présence. Ou encore, tu traverses une période difficile et au lieu de l'éviter, tu acceptes d'en faire une initiation. Tu ressens que ton propre parcours t'a rendu capable de comprendre ce que d'autres vivent, et sans jugement. Tu ne cherches pas à convaincre, mais à témoigner. Tu sens que certaines personnes te choisissent spontanément dans leur premier pas vers un changement. Tu aides l'autre à formuler ce qu'il pressentait sans oser le dire, sans projeter ton propre récit. Tu restes à côté d'un être, d'une personne en pleine traversée, sans fuir son chaos ni chercher à le réparer.
Tu sens que ton rôle n'est pas de diriger, mais d'éclairer un seuil et de laisser chacun le franchir à son rythme. Toutes ces situations, souvent discrètes, ne sont pas anodines. Elles révèlent une posture intérieure née d'un passage, car on ne devient pas initiatrice en théorie. Car oui, comme certains autres archétypes, l'initiatrice passe souvent par la douleur. Elle connaît le prix de la conscience, et c'est ce qui rend justement sa parole, son regard, sa posture si profondément transformatrice. Elle ne dit pas « suis-moi, je sais », elle dit « je connais ce passage, je peux rester là, pendant que tu le franchis, tu n'es pas toute seule, tu n'es pas seule ». Elle ne montre pas un savoir, elle tend une présence. Par contre, son ombre, c'est le surengagement, l'épuisement de celle qui veut trop donner tout le temps, celle qui se sent responsable de la guérison des autres et qui oublie la sienne, celle qui accompagne tout le monde sauf elle-même. Mais l'initiatrice intégrée sait poser des limites. Elle sait que transmettre, ce n'est pas se sacrifier, c'est simplement offrir une lumière quand l'autre est prêt à la recevoir. Et c'est souvent ce que je perçois en séance, chez des femmes qui accompagnent, parfois dans leur métier et parfois dans leur quotidien, qui ont soutenu, transmis, traversé mille choses, mais qui ne se sont pas reconnues comme porteuses d'un savoir vécu, comme initiatrices naturelles, silencieuses mais puissantes. Alors ensemble, on suit le fil rouge, non pas pour construire une identité, ni pour flatter l'ego, mais pour honorer ce que la vie a déjà façonné en elle, et en faire une source consciente. Et si tu sens que toi aussi tu accompagnes sans vraiment savoir d'où ça vient, que tu portes quelque chose à transmettre, mais que tu ne l'as pas encore nommé, peut-être que cette part en toi attend simplement d'être vue, non validée de l'extérieur, mais autorisée de l'intérieur. Donc on a vu la lumière de ces figures, mais pour qu'un archétype devienne réellement vivant, il faut aussi regarder son autre face, si je peux dire, son ombre. Là je l'ai évoqué un peu rapidement, mais on va aller un petit peu plus loin. Alors avant ça, surtout pour ceux qui découvrent la chaîne, aucun archétype n'est bon ou mauvais. Tous portent en eux, si je peux dire, une face lumineuse et une ombre. Toujours. Dans les concepts de Carl Gustav Jung, en psychologie analytique, en psychanalyse jungienne, l'ombre fait partie du chemin d'incarnation, et l'intégrer, c'est ce qui permet à l'archétype de devenir une force réelle, vivante et complète. Et pour sentir ce que cela signifie concrètement, on va regarder comment l'ombre peut se manifester dans les grandes figures qu'on vient d'explorer. On va commencer avec la reine, celle qui incarne la souveraineté intérieure, mais dont l'ombre peut peser très lourd lorsqu'elle perd le lien du vivant avec ce qu'elle gouverne. La reine règne, mais à mesure qu'elle s'élève, parfois, elle peut s'éloigner. L'ombre de la reine, c'est la solitude de celle qui porte la responsabilité, le risque de devenir rigide, enfermée dans la forme, coupée de l'élan vivant. Sa couronne peut peser, son trône peut isoler, le symbole de son pouvoir devient ce qui l'enferme, et ce qui devait rassembler finit par séparer. Elle peut confondre autorité et contrôle, ordre et stérilité. Si elle ne reste pas en lien avec son cœur, la reine devient une figure figée, glacée, impénétrable. C'est pourquoi la souveraineté véritable est un art intérieur fragile et vivant. L'ombre de la prêtresse est peut-être moins visible, mais tout aussi réelle. La prêtresse perçoit ce que d'autres ne voient pas, elle capte les signaux faibles, ressent ce qui flotte derrière les mots. Elle vit avec une forme de lucidité intuitive, presque silencieuse, mais son ombre, c'est le risque de se retirer du monde, de fuir le concret, le quotidien, le rationnel, de se perdre dans les hauteurs de l'esprit, dans les symboles et dans les états intérieurs, sans plus savoir comment revenir à la réalité partagée. Elle peut devenir celle qui voit tout, mais qui ne dit plus rien, celle qui comprend tout, mais reste isolée, celle qui ressent profondément, mais qui ne sait plus comment vivre simplement. Sans ancrage, sa sagesse tourne en boucle et devient incomprise, même parfois par elle-même. L'intégration de la prêtresse, c'est de traduire ce qu'elle capte en gestes concrets, de revenir au contact de la matière, du lien humain, de la parole juste, pour que l'invisible qu'elle perçoit puisse nourrir la vie et non l'enfermer. L'initiatrice, quant à elle, est souvent quelqu'un qui a traversé des épreuves importantes dans sa vie et qui, naturellement, cherche à aider les autres à grandir à leur tour. Mais son ombre, c'est la tentation d'aller trop vite, de vouloir que l'autre comprenne, change, avance avant d'être prêt. Animée par une bonne intention, elle peut croire qu'il faut provoquer une transformation à tout prix, oubliant que chacun a son propre rythme, son propre chemin. Elle peut aussi rester coincée dans sa propre blessure, à tel point que le fait d'aider devient une manière indirecte de réparer ce qu'elle n'a pas encore pleinement traversé ni réparé chez elle. Dans ces cas-là, ce qui devait être une transmission devient une tension. Et si elle n'apprend pas à honorer le rythme de l'autre, elle devient initiatrice sans transformation, guide sans ancrage, voire sans chemin, sans passage.
Si elle force le processus, même avec de bonnes intentions, elle peut devenir celle qui bouscule au lieu de guider, celle qui montre la porte, mais ne reste pas assez longtemps pour qu'on ose l'ouvrir. Là où le feu devait éclairer, il a brûlé, non par malveillance, mais par excès, et sans mauvais jeu de mots, voire par lubris et inflation. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de regarder ces ombres, non pas pour les fuir ni pour les corriger, mais pour en comprendre la fonction. Car ces ombres sont souvent les gardiennes d'un seuil, elles nous enseignent la limite, le manque, l'excès, et elles rendent l'archétype vivant. Pas parfait, mais habité. Et parfois, quand on prend le temps de s'arrêter sur ce qui résiste, sur ce qui déborde, alors quelque chose s'ouvre. On commence à reconnaître ces figures intérieures, celles qui traversent notre psyché, influencent nos choix, colorent nos relations. C'est un chemin exigeant, mais profondément libérateur. Et si tu sens que certaines de ces figures résonnent en toi, même sans que tu puisses encore les nommer, peut-être que c'est le signe qu'un travail intérieur est prêt à commencer. Un travail pour rencontrer ses forces, les comprendre et les intégrer sans s'y perdre. Pas pour se définir, mais pour commencer à régner depuis l'intérieur. Reconnaître ces archétypes, ce n'est pas juste un jeu symbolique ou un concept abstrait. C'est mettre des mots sur des dynamiques intérieures très concrètes, celles qui nous traversent chaque jour, souvent sans qu'on en ait conscience. Tant qu'elles restent invisibles, ces forces agissent malgré nous. Elles orientent nos choix, nourrissent nos peurs, dirigent nos élans, sans que nous sachions vraiment pourquoi. Mais dès qu'on les nomme, qu'on les rencontre, qu'on les observe avec clarté, sans jugement, quelque chose s'apaise. On reprend contact avec un axe intérieur, on retrouve de l'espace entre ce que l'on vit et ce que l'on est. Et peu à peu, une forme de souveraineté revient, celle de choisir, de ressentir, de créer à partir d'un lieu plus stable, plus vivant, plus vrai, plus authentique et plus complet. Et à ce moment-là, l'archétype n'est plus une idée extérieure, il devient un repère intérieur, une source vivante qui éclaire notre manière d'agir, d'aimer, de poser nos limites et de créer du lien. Et c'est pour ça que ce travail est si précieux et qu'il faut faire connaître la psychologie analytique au plus de monde possible. Parce que ça ne nous transforme pas en quelqu'un d'autre, ça nous ramène à nous-mêmes, avec plus de présence, plus de conscience et aussi plus de paix. Une paix qui ne vient pas de l'extérieur, mais du fait de ressentir enfin aligné à sa juste place. Et c'est depuis cet endroit-là qu'on devient capable d'être vraiment présent, d'être vraiment là, dans nos choix, dans nos relations, dans nos projets. Présente, claire, reliée. Et il y a quand même un autre archétype qu'on va nommer, surtout pour les femmes, il est extrêmement important, plus discret, plus intérieur encore, mais absolument fondamental dans le développement d'une femme. Il s'agit de l'animus. Dans les concepts de Jung, dans la psychologie analytique, l'animus représente le principe masculin de la psyché féminine. Ce n'est pas un homme extérieur, c'est une présence intérieure, la voix qui pense, la force qui agit, la direction que l'on prend lorsqu'on se met en mouvement. Et la qualité de ce lien à l'animus change tout. Un animus trop rigide, blessé, autoritaire devient un juge intérieur, froid, critique, cassant. Il pousse à performer, à rationaliser, à se couper du cœur. À l'inverse, un animus trop flou, immature, rend l'élan confus. On rêve, on pressent, et on n'ose pas agir. Le défi, c'est donc d'entrer en relation avec lui, avec l'animus, pas pour s'y soumettre, mais pour créer une alliance consciente. L'animus, quand il est intégré, devient un allié profond de la reine, de la prêtresse, de l'initiatrice, en tout cas de vous, en tant que personne. Il structure sans enfermer, il pense sans mépriser l'intuition, et il agit sans écraser. Il devient une force tranquille qui soutient la vision, l'architecte intérieur qui transforme l'élan en action, la parole juste qui traduit ce que l'âme ressent. Et dans mes accompagnements, je vois à quel point cette relation peut transformer une vie. Une femme qui cesse de subir un animus critique oppressif et commence à dialoguer avec un animus inspirant, c'est souvent là où tout bascule. Le monde extérieur cesse d'être une menace, il devient un lieu d'expression, car ce que nous créons dehors, finalement, dépend de ce qui nous habite à l'intérieur. L'animus joue un rôle central dans ce passage intérieur, dans cette capacité à penser, agir et structurer sans se perdre. Si ce sujet vous parle, je vous invite à aller plus loin avec mon épisode de podcast dédié à l'anima et l'animus, ou à découvrir la conférence complète sur mon site internet. Vous y trouverez un éclairage plus large de ces deux figures fondamentales, et sur la manière dont elles influencent profondément nos vies, nos choix et nos relations. Alors oui, ce que nous créons dehors dépend de ce qui nous habite dedans, et c'est précisément là que se joue le cœur d'un leadership féminin conscient. Un leadership qui ne cherche pas à copier des modèles existants,
souvent linéaire, compétitif, fondé sur la performance, mais qui ose autrement, quelque chose de plus incarné, de plus cyclique, de plus relié. Ce leadership-là part du corps, il traverse les émotions, il se nourrit d'intuition, de rythme intérieur, de vision symbolique. Il est capable d'élan, mais aussi de retrait. Il sait écouter avant d'agir. Il ne cherche pas à dominer, il cherche à révéler et à relier. Et ce modèle existe déjà, il a toujours existé. On l'a vu avec Jeanne Barré, qui a fait le tour du monde en silence, avec Marie Curie qui a transformé la science sans se mettre en scène, avec Joséphine Baker qui a fait de sa joie une forme de résistance, avec Amelia Earhart qui a pris le ciel sans renier sa féminité, ou encore Oprah, Simone Veil, Frida Kahlo, Wangari Maathai, toutes à leur manière ont incarné un leadership à contre-courant, enraciné dans une histoire singulière, dans une clarté intérieure, et dans le refus de se laisser définir par les modèles dominants. Ce que ces femmes nous montrent, ce n'est pas un idéal à atteindre, c'est la preuve qu'un autre rapport au pouvoir est possible, un pouvoir qui n'est pas domination, mais valeur incarnée, une manière d'agir en restant fidèle à ce qui compte vraiment, un pouvoir qui conjugue le feu et l'eau, la lucidité et la douceur, le discernement et la tendresse. Et chaque femme a en elle cette capacité de guider sans se trahir, de créer sans s'épuiser, et d'inspirer sans se masquer. Et j'ai envie de te le dire avec force, tu n'as pas à renier ta part féminine pour exister dans ce monde. Cette part intuitive, créative, sensible, cyclique, celle qu'on a souvent appelée trop, fragile, inutile, non rationnelle, et en réalité une force d'équilibre, d'inspiration, de profondeur. Ce que nous avons exploré ici n'est qu'un début, car il existe bien d'autres figures archétypales du féminin. La guérisseuse, l'amante, la sage, la mère créatrice, la rebelle, la visionnaire. Chacune porte une énergie, une forme de savoir, une manière d'être au monde. Et elle ne demande qu'à être reconnue, habitée, incarnée. Le monde extérieur, avec ses injonctions de performance, de contrôle, de vitesse, n'est pas la seule réalité possible. Cela reflète un système en déséquilibre, mais il ne doit pas te faire croire que c'est la seule voie, ni la seule façon de réussir. Ce n'est pas à toi de t'y adapter en reniant ta nature, c'est à toi doucement de te réapproprier ton axe intérieur, pour ne plus chercher ta place dans un cadre qui t'étouffe, mais en changeant ta manière d'occuper l'espace, en restant fidèle à ce que tu es. Le leadership féminin, ce n'est pas une posture à apprendre, c'est une mémoire à réveiller. Alors si tu sens que cet appel te touche, si tu reconnais même de loin certaines de ces figures en toi, je t'invite à aller plus loin, à explorer ton propre royaume intérieur, à rencontrer ces puissances symboliques et à apprendre à les intégrer concrètement, profondément, non pas pour te donner un modèle tout fait, mais pour t'aider à révéler ce qui vit déjà en toi. Merci à toi d'avoir été là, on se dit à très bientôt, et n'oublie pas, raconte-moi tes rêves, et je te dirai qui tu es.